Vous écoutez Le Parlementaire, podcast sur la politique québécoise, canadienne, américaine et sur l'actualité. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue au Parlementaire. Donc ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Pour dire qu'on a pas mal été occupé dans les derniers mois. Donc ça a été un petit peu plus dur de record des épisodes. Mais là, on est de retour enfin pour vous faire un nouvel épisode en cette fin janvier 2022 après plusieurs choses qui se sont passées dans le monde politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est déjà de retour. Donc sans plus tarder, je vais accueillir mes deux invités. Sachez qu'on a une troisième personne qui s'est ajoutée en remplacement de Ted et qui d'ailleurs va rester dans le projet. Mais je vais commencer par vous présenter en premier celui que vous connaissez déjà, Jérémy. Rebonjour Jérémy. C'est en fait la personne qui suit notre projet depuis le début puis qui m'avait même déjà offert de participer si jamais il y avait la chance. Et on a dit pourquoi pas l'embarquer. Donc, je vous présente aujourd'hui mon collègue de chez QS, Michael Orteil. Salut Michael. Salut Oli, ça va bien? Ah, ça va très bien et toi? Yes, super content de faire partie de ce projet-là. Je vous suis depuis vos débuts. Oui, donc un fidèle abonné, donc depuis le début du projet. Bon, ben les gars, on va enchaîner tout de suite si vous voulez bien. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet assez spécial. Je pense que on va parler aujourd'hui de la gestion de la cinquième vague par le gouvernement Legault, parce qu'on sait que ça fait énormément jaser, ça fait beaucoup de bruit et on voit que ce qui s'est passé dans les dernières semaines a vraiment causé beaucoup de réactions, que ce soit sur la scène politique, sur la scène publique ou même sur la scène internationale, parce qu'il faut dire que oui, ça en a été parlé même aux États-Unis. Et je voulais qu'on en parle. On va aussi faire un tour du côté des élections, parce que vous savez qu'il y a des élections à l'automne et déjà des provinciales. Donc, les gars, sans plus tarder, je vais enchaîner pour vous poser une première question. Juste savoir un petit peu, c'est quoi l'analyse que vous faites de la situation présentement au Québec versus, admettons, où est-ce qu'on en était l'année passée? Là, je vous parle vraiment les vaccins, les mesures sanitaires, tout ça. C'est quoi l'analyse que vous faites de la situation par rapport à cette année versus l'an passé? Si on peut commencer comme ça là, pour analyser cette gestion-là de la pandémie. Ben écoute, je vais laisser la parole à notre nouveau collègue Michael là, pour qu'il brise la glace un peu. C'est bon, je me lance. C'est sûr que par rapport à l'année passée, le gouvernement Legault semblait plus en confiance. Là, on sent vraiment plus une instabilité, surtout depuis le départ de Dr. Arruda. On sent en tout cas, moi, de mon côté, je sens qu'il est moins... Je dis pas qu'il s'effondre, mais il y a une certaine instabilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis je vais laisser Jay parler, parce que je vais renchérir là-dessus parce que c'est un peu ma ligne de pensée sur le truc. Je partage la même opinion que Michael là-dessus. Sachant qu'on sent qu'il y a une perte de contrôle en tant que telle, mais moi, j'irais un petit peu plus loin. Je dirais que non seulement il y a une perte de contrôle, mais la raison de cette perte de contrôle-là, c'est que après plus de 2 ans de pandémie et de restrictions individuelles, les gens sont juste plus capables. J'ai l'impression que notre capacité à adhérer à toutes ces mesures-là, en ce moment, elle est moindre que qu'est-ce qu'elle était en 2020. Actuellement, on voit sur la planète un mouvement mondial de déconfinement. Puis j'ai pas l'impression, en fait, que ça va revenir, étant donné que la population aurait aucune adhésion à un retour de mesures sanitaires encore dans l'éventualité d'un autre variant, par exemple. Donc, c'est ça, la situation en ce moment du gouvernement Legault, non seulement il a déconfiné, mais il fallait qu'il déconfine parce que sinon, il aurait encore vu les sondages baisser de plus en plus. Et toi, Oli? C'est justement là-dessus, que je te rejoins, Jay, puis moi, je vais être honnête, là. Présentement, ce que moi, j'analyse depuis un bout, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plus la COVID le problème, mais c'est le système de santé. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme tout pour protéger le système de santé, parce que rappelez-vous qu'à la base, au mois de septembre, on s'était fait dire qu'avec le passeport vaccinal, il n'y allait pas avoir besoin de refermer les restaurants, les gyms, les cinémas, etc. Il les a fermés pareil. Legault a perdu le contrôle avant les fêtes et il ne savait pas quoi faire, donc il a décidé de tout refermer pour essayer de se sauver. Mais on dirait qu'il s'est rendu compte justement que ça ne fonctionnait plus. Puis c'est de là que ma réflexion m'amène à me demander si collectivement, on n'est pas en train de se remettre en question sur la fiabilité de notre système de santé à gérer, que ce soit une pandémie ou pas une pandémie, parce que là, on est en train de voir que le système s'effondre. Et je pense que non seulement il y a de moins en moins d'adhésion, mais il y a aussi, je pense, une remise en question sur la manière dont, présentement, on gère tout ça, que ce soit au niveau du système de santé ou même dans les tests rapides ou tout ça, parce que je rappelle que c'est à peu près 400 millions qui a été donné au gouvernement Legault pour les tests rapides, la ventilation. Puis on a fait quoi avec cet argent-là? On l'a pris et on l'a mis dans les publicités de la COVID. Je veux dire, à un moment donné,
il y a eu tellement de ratés dans les dernières semaines puis dans les derniers mois que je comprends le monde de plus en être capable. Et moi, je l'ai dit comme dans une crise qui n'est pas seulement sanitaire, on est aussi dans une crise politique parce que malheureusement, on gère beaucoup cette pandémie-là de façon politique, surtout là qu'on est dans une année électorale et le déconfinement est inévitable, Jay, comme tu le disais, il n'y a pas long. Oui, ben en fait, moi, je voulais me poser une question à Michael. En gros, avec les circonstances actuelles qui font en sorte que la pandémie est devenue de plus en plus politique, ben on remarque non seulement que le gouvernement il gouverne par décret globalement, là, donc il y a comme l'hégémonie à lui tout seul, là, il fait sa vie, il tasse les oppositions. Ben c'est quoi que les partis d'opposition peuvent faire pour un peu casser ce monopole-là du gouvernement caquiste actuellement? Ben, c'est compliqué parce que je sais pas si vous avez entendu l'émission Tout le monde en parle, parce que je pense que c'était le chef du PQ qui parlait, là, qui disait que les partis d'opposition étaient consultés, mais le vendredi après-midi. Tu sais, c'est comme à quel point l'opposition a ce mot à dire lorsque genre juste un moment de la semaine, un très petit moment, pour poser des questions, tu sais. Les partis d'opposition en ce moment, c'est très dur. Puis surtout qu'en ce moment, les élections s'en viennent. Fait qu'on dirait qu'on veut pas trop, pas on, mais en tout cas, les partis politiques, on dirait qu'ils n'osent pas trop, on dirait, s'avancer là-dessus par crainte d'aller chercher peut-être un électorat plus... de Éric Duhem, genre. Ouais, genre plus dans ce sens-là, puis on veut pas tomber là-dedans. Mais ceci étant dit, je pense que, autre que la pandémie, je pense qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels que l'opposition pourrait faire en sorte de gagner des points si on enlève la COVID. Tu sais. Ouais, ben, par exemple, excuse-moi, Ali, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, Michael. Dans le sens que, justement, le système de la santé, la COVID a mis en lumière que ça va pas bien. Donc, on va pouvoir miser là-dessus pour justement essayer que chaque parti puisse tirer son épingle du jeu. Oui, ben, je donne un exemple puisqu'on parlait de Paul Saint-Pierre. Actuellement, il existe un total de 12 mesures que le gouvernement caquiste pourrait prendre actuellement là, sans nécessairement que ça coûte trop cher et que ça ait des répercussions sur l'efficacité justement du système de santé. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Donc, je pense que, comme tu le dis, les oppositions ont du jeu à ce niveau-là de dire, ben, écoutez, il y a ces solutions très simples-là qui existent, mais ça prend tout simplement la volonté politique de les réaliser. C'est comme, par exemple, décentraliser le système de santé, un truc assez simple qu'on demande depuis des années. Après ça, donner plus de pouvoir à d'autres personnes que les médecins, ce qui fera en sorte qu'il y a plus de patients qui sont traités, donc une plus grande efficacité du système de santé. Bref, on en a d'autres comme ça. Donc, par exemple, la rémunération hybride. Donc, les médecins ne seraient pas juste rémunérés à l'acte, c'est rémunéré aussi par le nombre de patients qu'ils font. Donc, ça permettrait d'avoir une plus grande efficacité à ce niveau-là. Sauf que le problème, Oli et Michael, je vais vous le dire, il y a un gros problème. Genre l'éléphant dans la pièce dont personne parle, en fait. Le fait qu'il manque 6 putains de milliards de fucking dollars dans le système de santé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, écoute, il manque 6 milliards, je veux dire. Le système de santé nous coûte 1 milliard par semaine. C'est 52 milliards par année. Moi, je me demande encore où est-ce qu'on s'est trompé. Parce que là, le budget est alloué, on alloue le plus de budget au système de santé. Mais on n'est pas capable encore de sauver du monde. Puis, comme tu dis, Jay, on a une volonté, on n'a pas la volonté politique de vouloir prendre des mesures. Et moi, j'ai l'impression que le problème présentement, c'est que Legault prend la pandémie puis l'instrumentalise. On dirait qu'il essaye de nous montrer que c'est la raison pourquoi ça va mal dans le système de santé. Tu sais, l'autre fois, on parlait des non-vaccinés, on dit que c'était de leur faute. Là, on voulait mettre une taxe santé, puis la majorité de la population n'est pas d'accord. L'affaire, pourquoi que le monde n'est pas d'accord, c'est qu'on dirait que là, le monde se rend compte que ce qui se passe présentement, t'es en train, en fait, de se rendre compte que c'est pas juste les non-vaccinés le problème, mais je pense que le problème est beaucoup plus large. Puis, tu sais, moi, personnellement, regarde, j'ai mes 3 doses. Je pense que c'est important de se faire vacciner, mais je pense que le problème, il y a le fait que on en met 1 milliard par semaine. Est-ce qu'on devrait en mettre plus? Parce que si on en met plus, ça veut dire que tu ne mettras pas d'argent dans d'autres services publics. Je pense que même au niveau du budget, de l'argent qu'on attribue, il va tout falloir retaper ça. On a vraiment besoin d'un changement collectif, que ce soit au niveau des services publics qu'on donne au Québec, parce que personnellement, c'est pas normal qu'on soit la province la plus taxée puis la plus imposée, alors qu'on n'est même pas capable de fournir des services publics à notre monde. Ah, ben, il y a le fait aussi qu'on est une population, on est une des plus grosses populations au Canada, là, fait qu'il y a ça à prendre en compte, on n'est pas en Nouvelle-Écosse. Mais cela dit,
Je vais donner un bon exemple pour illustrer ce que tu dis. Une personne que je connais travaille à l'hôpital, puis gère notamment des budgets d'hôpital. Donc, l'autre jour, elle me dit, ben écoutez, on avait acheté des ordinateurs en 2018, donc la conversation était en 2020, et à chaque année, il y a un budget alloué au renouvellement des technologies. Sauf que dans cet hôpital-là, tout était déjà rénové en termes de technologie, mais il y avait un budget qui était réservé expressément pour ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté des ordinateurs de 2018, puis ils ont acheté des ordinateurs de 2020, pour un total de 52 millions de dollars. Donc ça, c'est comme ça que l'argent est dépensé dans le système de santé, en termes de budget alloué à plusieurs parties. Sinon, Michael, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Mais c'est le genre de problème, justement, que tu me fais une petite sonnette bien justement, quand il y a des enveloppes justement qui sont envoyées pour l'enveloppe sert à ça, l'enveloppe sert à telle autre chose. Comme en ce moment, je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou je sais pas si c'est la MRC de Domaine du Roi ou si c'est vraiment le Lac-Saint-Jean complet, je sais qu'il y avait une aide pour le COVID, pour en fond aider les employés, ou en tout cas aider les gens à faire une transition électronique et tout. Et j'avais vu pas longtemps dans un article dans le journal que justement, il y avait 400 000 qui dorment encore, qui sortent direct des frais COVID. Fait que là, quand on est justement limité avec un budget, puis là, on est limité à un seul aspect, budget COVID. Là, ça fait que là, cet argent-là, on pourrait l'utiliser ailleurs, dans d'autres services, dans d'autres programmes, peu importe. Mais à cause qui est lié au COVID, à cause qui est obligé d'être dépensé pour le COVID, on se retrouve avec des enveloppes qu'on retourne au gouvernement ou dans des affaires comme ça. Qui reste prise dans le système globalement. Oui, c'est ça, qui reste pris dans le système ou qui est retourné directement. Dans la paperasse, oui. Moi, les gars, ça m'amène une question maintenant, vu que, bon, là, le go déconfine et tout ça. Moi, la question que je veux vous poser, puis honnêtement, je pense que c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que je me demande pourquoi il n'y a pas un journaliste encore qui a osé poser cette question-là à Legault. Est-ce que vous pensez que le déconfinement qu'on fait actuellement, c'est le dernier de tout et que là, il n'y aura plus de retour en arrière et que là, c'est terminé? On va juste avancer, on ne reculera pas une autre fois. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le dernier, le last call? Là? Parce que, tu sais, moi, je me dis, le gars, tout le temps, on voit la lumière au bout du tunnel, tout ça, mais on retourne tout le temps en arrière. Donc, tu sais, à un moment donné, la lumière au bout du tunnel, on va finir par la voir. Je veux dire, comme il y en a un l'autre fois qui a écrit sur Twitter cette semaine, il dit, coudonc, il dit, à force de voir la lumière au bout du tunnel, ils ont fait une promotion pour le 3e lien? Ou, ouais. Genre, elle est vraiment bonne. Genre, mais c'est ça, la question que je me pose, c'est, puis tu sais, c'est ça, j'ai été surpris qu'un journaliste ne demande pas à Legault, mais je vais le demander à vous autres. Est-ce que vous pensez que c'est le dernier? Est-ce que vous pensez que là, c'est le last call, qu'on ne retournera pas en arrière? Parce qu'on a déconfiné assez rapidement, on va se le dire. Là. Bon, ça a été vraiment de la poussière. On va dire ça a été un coup d'épée dans l'eau. Là. Ils ont tous dit en même temps, ah mon Dieu, c'est le pic, finalement, la vague est derrière nous, puis ça coïncide comme par hasard avec le monde qui sont écœurés du confinement et le désir du gouvernement de déconfiner. Moi, honnêtement, ce que les 2 dernières années m'ont appris, c'est que l'optimisme ne peut prévaloir et qu'il faut toujours se garder un petit peu de pessimisme derrière la casquette. Donc, je vais te dire une chose, je pense qu'on va se faire confiner éventuellement. Si c'est pas à l'hiver prochain, peut-être autour du mois d'avril. En tout cas, ça, c'est mon côté plutôt pessimiste. Sauf que si j'étais un politicien, j'y penserais 2 fois avant de le refaire. Ils ont tellement promu, par exemple, la 3e dose, le passeport vaccinal, ce genre de choses-là. Je pense que j'irais plus dans cette optique-là. Mais dans la situation actuelle, là, avec 90% de la population qui est déjà vaccinée, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 10% d'irréductibles gaulois qui sont là. Ils vont pas se faire vacciner. Puis 90% de la population paye pour eux. Mais c'est pas juste eux le problème non plus. JT, je pense que comme on l'avait parlé, la gestion. Je veux pas les défendre les non-vaccinés parce que je pense qu'honnêtement, ils devraient se faire vacciner. Mais comme je le dis, j'avais déjà dit à un moment donné, si ton système de santé n'est pas capable de tenir 10%, une minorité de personnes qui n'est pas vaccinée, c'est parce que c'est pas les non-vaccinés le problème, c'est ton système. Tu sais, je veux dire, pour moi, les non-vaccinés, ça revient à dire, tu sais, pour moi, ça, je vais donner un exemple, ça peut être boiteux un peu, mais tu sais, je vais donner un exemple, OK? Pour moi, s'acharner sur les non-vaccinés, ça revient à dire à quelqu'un, à un moment donné,
regarde, ceux-là, mettons, qui prennent leur retour en étant sous, puis qui se ramassent, par exemple, à l'hôpital parce qu'ils ont un accident ou qui frappent quelqu'un, puis que la personne se ramasse à l'hôpital, ben, ces personnes-là font en sorte qu'ils prennent un lit. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, il faut arrêter de trouver des problèmes. Il faut essayer d'arrêter de trouver, il est où le problème. Tu sais, je sais pas si tu comprends ma comparaison, je dis pas que les deux sont bien. Je veux juste dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de voir tout le temps, d'essayer de trouver des bibittes parce que le go est tout le temps, depuis le début, le go cherche des coupables et cherche des coupables. Et moi, je me suis tout le temps fait dire de quoi, par ma mère quand j'étais plus jeune, si tu n'avais rien à te reprocher, quand tu n'as rien à te reprocher, tu n'essaies pas de trouver des coupables, tu dis que tu as fait de quoi. Mais là, c'est ça le problème. Puis c'est la même chose d'ailleurs, on en parlait un peu tantôt, l'enquête des CHSLD, c'est une autre affaire que j'ai l'impression que le gouvernement essaie de trouver des coupables comme le pas possible. D'ailleurs, on va y revenir tantôt. Mais je pense que si vous comprenez mon exemple, ce que vous en pensez sur ce que je dis, mais moi, je pense qu'on essaie de trouver, comme je dis, j'ai l'impression qu'on instrumentalise la pandémie dans le sens où on essaie, on dirait, de mettre tous les problèmes autour qui font que le système de santé va mal, mais on savait que c'était le même avant. Ben, c'est comme tu le dis. Ce que je dis, c'est que le gouvernement, en gros, gouverne de cette façon-là, en disant il y a 10% de la population qui va vacciner, il faut les faire vacciner, il faut mettre de l'argent, comme tu disais, dans la publicité, dans l'image qu'on projette d'eux, dans les médias et tout, pour les diaboliser, puis faire en sorte que, justement, ces gens-là soient vaccinés, alors que la solution se trouve ailleurs. N'est-ce pas, Mickaël? Oui, en fait, je suis très d'accord avec ton point de vue, Oli, que tu viens de dire. En même temps, c'est en faisant ça en essayant de trouver les coupables que justement, ils font des mesures moi, personnellement, je suis pas d'accord. Comme par exemple, l'imposition d'une taxe santé pour les personnes qui sont non vaccinées. Ça, je trouve que c'était vraiment exagéré. Là. Ben, tu sais, c'est pas juste ça, mec, aussi, c'est que je me dis, tant qu'à faire, on va imposer une taxe santé à tous les fumeurs parce qu'un fumeur a plus de chances de se ramasser à l'hôpital, d'avoir un cancer du poumon. Tant qu'à faire, et on va aussi imposer une taxe santé à un alcoolique parce que l'alcoolique peut avoir un cancer du foie ou il pourrait peut-être décider, ou on pourrait aussi mettre une taxe santé aux récidivistes qui prennent leur retour en étant en état d'ébriété parce qu'ils peuvent causer un accident puis frapper quelqu'un puis cette personne-là se ramasse à l'hôpital. Tu sais, ce que je veux dire, c'est je compare pas, tu sais, je banalise, je suis apprécié là, pour ceux et celles qui pourraient être offensés par ça, je banalise pas le fait que tu prends le problème de l'alcool au volant. Je veux juste dire que tant qu'à faire, on pourrait mettre une taxe santé pour tout le monde, pour tous ceux-là qui congestionnent le système de santé ou toutes les personnes qui agissent en fonction d'amener du monde à l'hôpital. Tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, le discours du gouvernement, c'est pas pognez pas la COVID, c'est allez pas à l'hôpital parce qu'on n'est pas capable de gérer le système de santé. Fait que tombez pas malade ou blessez-vous pas. J'ai l'impression que c'est ça le discours présentement. C'est pas pour pogner, c'est pas en ce moment le discours, c'est d'essayer de pas pogner le COVID. C'est sûr que oui, on se protège, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, le discours du gouvernement, c'est écoutez, allez pas à l'hôpital parce que on vous soignera pas, whatever. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux discours. Il y a la COVID, puis il y a le fait qu'on essaie de faire ce qu'on peut pour sauver le système de santé, alors qu'on n'y arrive juste pas depuis longtemps. C'est ça. C'est toujours un problème. Hein? Le problème de santé, ça a toujours été, à chaque élection, ça a toujours été ça. Il y a tout le temps un problème avec le système de santé, mais on ne voit pas d'action. En tout cas, moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup pour essayer de le modifier, de le changer, de le moderniser. Quel genre d'action tu aurais justement à proposer? Quel genre d'action? Je sais même pas moi-même, mais justement, il faudrait se donner la place. Ouais, c'est ça, donner les moyens de le faire. Mais parce que, tu sais, à chaque fois, on nous dit on va trouver une solution, on va faire de quoi, sauf que, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est une très bonne question. Maintenant, si on entrait dans le volet des élections 2022, en fait, ça, on peut être sûr, hors de tout doute, que ça va être un sujet d'actualité et politique qui va être au cœur des élections en tant que tel, le système de santé. Donc, pensez-vous qu'on va aller en campagne électorale sur ce sujet-là uniquement? Ben, je peux-tu commencer cette fois-ci? Vas-y. Vas-y. Ben, écoute, honnêtement, je pense que oui, parce que, tu sais, pas juste la santé, mais je pense que la gestion en général, puis je pense que même l'enquête des CHSLD va rentrer là-dedans. Je pense que, tu sais, c'est littéralement là-dessus qu'on va critiquer le go. Je veux dire, c'est sûr que la campagne électorale va se faire là-dessus, c'est sûr. Je vois pas honnêtement tu sais, c'est sûr que je m'attends à ce que, mettons, Québec solidaire aille attaquer le go pour tous les problèmes sociaux, mais même les libéraux vont... en fait, je pense qu'il va y avoir le système de santé, mais aussi tous les problèmes sociaux, parce que comme la COVID n'a pas juste
montré ce que le système de santé a comme problème, mais ça nous a montré tous les problèmes qu'il y a au niveau de la société. Donc, à mon avis personnel, je pense que ça va tourner sur les enjeux de société et sur peut-être un nouveau mode de vie, sur en fait une remise en question sur la manière dont on vit. Et moi, présentement, la philosophie que j'ai, c'est qu'on est probablement en train de collectivement se poser la question dans quel monde on veut vivre demain. Parce que si c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre, je m'excuse, mais c'est pas un monde qui est compatible en ce moment avec tout ce qui se passe. On peut plus vivre de la manière qu'on est là parce que là, on protège le système de santé en ce moment, puis on pourra pas passer notre vie à faire ça, puis on pourra pas passer notre vie à avoir des logements qui sont pas louables, qui coûtent cher et tout ça. Donc, moi, je pense que ça va tourner autour de tout ça. C'est une image très forte, très intéressante que tu projettes là. Vraiment, j'aime quand tu dis dans quel monde est-ce qu'on veut vivre demain. Donc, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre demain, Miguel? Mais moi, je pense qu'en tout cas, pour ce qui est des prochaines élections, je pense que c'est sûr que la gestion va être remise en cause, mais je pense que quelques questions qui vont ressortir, c'est justement, ils vont demander aux partis politiques de quelle façon allez-vous gérer une prochaine possible pandémie. Je pense que c'est une question qui va revenir. Sinon, c'est sûr que le système de la santé, ça va être quelque chose de central. Je pense, malheureusement, puis moi, vous savez, je suis pour Québec solidaire, mais je pense que l'environnement va être moins le sujet central, mais c'est ce qui est plate, là, parce que ça mérite de l'être. En fait, je pense que ça va l'être. Ouais, je sais pas, j'ai hâte de voir. Non, ça va l'être parce que, tu sais, même l'année passée, je te rappelle que même pendant la COVID, tu sais, on a quand même lutté pour GNL, puis GNL n'a pas eu lieu, puis là, on lutte pour le troisième lien. Moi, je pense que l'environnement demeure là parce que ça a été prouvé par des études que la pandémie actuelle a un impact est lié directement à notre modèle, à notre manière de vivre. Donc, ça prouve que notre modèle est plus compatible. Puis, en même temps, tu dis que l'environnement sera plus tant de priorité. Je pense que ça va l'être. Mais moi, une question que je veux vous poser, puis je suis vraiment curieux d'entendre par rapport aux élections. On entend souvent beaucoup parler, bon, on sait qu'Éric Duhaime prend quand même pas pire de place depuis le début, depuis un moment, depuis qu'il est chef du Parti conservateur. Puis les gars, je vais vraiment vous entendre là-dessus parce que pour vrai, tu sais, je suis pas un fan, tu sais, j'adore pas aux idées d'Éric Duhaime, mais je trouve le personnage fascinant, pas dans le sens que je l'adule et tout ça, mais dans le sens que je comprends pas comment ce que le gars-là fait pour avoir le discours quasiment pareil que Maxime Bernier, puis être probablement plus populaire que Maxime Bernier. Puis oui, je comprends qu'on est 7 millions, mais je veux dire, Maxime Bernier a de la misère à percer dans un pays au complet, puis je veux dire, Éric Duhaime est quand même réussi quand même à percer dans une province de 7 millions, puis il réussit quand même à ramasser beaucoup de votes. Je sais pas ce que ça... Tu veux savoir qu'est-ce qu'on pense de... Ben, je veux juste savoir, c'est quoi que vous pensez, genre, mettons, de sa philosophie et tout ça. Tu sais, je sais qu'on n'est pas fan du Parti conservateur, mais je voulais vous entendre parce que c'est quand même, je veux dire, il vient quand même de rentrer dans le show de la politique. Ouais. Là. On s'entend qu'il est un peu dur à ignorer. Là. Puisqu'il nous reste 5 minutes, je vais essayer de faire ça bref. Je vais faire un lien avec le sujet des élections 2022. Donc, en gros, moi, je pense que, justement, comme toi, les Québécois vont se poser la question suivante. Quel genre de futur est-ce qu'on veut? Puis à partir du moment où on réfléchit moindrement à cette question-là, on se rend compte que le cadre dans lequel on évolue actuellement ne nous bénéficie pas autant qu'il devrait. Donc, par exemple, on a vu au courant de la pandémie qu'on s'est buté à énormément de problèmes avec la gestion de deux gouvernements qui s'interposent un contre l'autre. Donc, le gouvernement d'Ottawa et le gouvernement du Québec. Et à force de tout le temps demander à l'autre personne de gérer nos propres problèmes, puis d'après ça, s'auto-bâcher nous-mêmes pour les problèmes qui sont engendrés parfois par le fait qu'on n'a pas 100% de nos ressources, je pense que plusieurs personnes vont être amenées à réfléchir là-dessus sur ce dossier-là moindrement. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on parle un peu d'indépendance pendant la prochaine élection, sachant que le PQ actuellement a un chef qui n'a que ce mot-là à la bouche. Là. Donc, je pense que ça va rejoindre l'électorat de QS qui est techniquement indépendantiste aussi. Maintenant, pour Éric Duhaime, pour faire un peu le rebond là-dessus, moi, je pense qu'il sort sur une vague actuellement. Peut-être que je vais me tromper, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où on va être rendu à parler d'autres choses, parler d'avenir, parler de qu'est-ce qu'on veut pour le futur du Québec, parler d'environnement, parler d'économie, ce genre de choses-là, je pense qu'il va être un petit peu à part, dans le sens où, actuellement, ce qu'il propose, c'est quoi? C'est tout le contraire. Non, il propose rien. Non, il propose le contraire de Legault, puis de dire le monde sont fâchés, le monde sont. En fait, il propose rien, Jay. Dans le cas où il y a une opposition qui se démarque des autres, que ce soit QS, les libéraux ou le PQ, et puis qui se montre comme l'option de remplacer le gouvernement Legault, ce qui n'est pas le cas des conservateurs
en passant, là, parce qu'ils sont pas mal juste à Québec. Eh bien, à partir de ce moment-là, je pense qu'il va prendre le bord et on va moins en parler. Donc, s'il y a une autre opposition qui réussit à se démarquer, actuellement, c'est lui l'opposition qui se démarque comme étant le pas Legault. Donc, je sais pas justement, toi, Michael, qu'est-ce que tu OK, ouais, ben c'est ça. Éric Duhem, je trouve qu'en ce moment, justement, il est dans une certaine vague parce que justement, son sujet central est d'actualité. Mais est-ce qu'il va être autant central cet automne? Peut-être que les sujets plus importants qui vont avoir lieu de débat durant la campagne électorale, je pense que ça va changer. Ça va sûrement rester quand même, ça va revenir, c'est sûr, mais je pense que ça va quand même, ça sera plus autant central que son discours en ce moment qui dit. Ça agrippera pas les gens autant qu'actuellement. C'est un sujet qui va être sursaturé. Moi, je vous rejoins un peu là-dessus, les gars, puis ce que je veux dire, c'est moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce que Duhem va tu sais, mettons, parce qu'on s'entend qu'il va probablement être dans les débats, parce que je pense que présentement, il y a les intentions de vote pour être dans les débats. Moi, j'ai hâte de voir dans les débats comment il va se débrouiller, parce que moi, le problème avec Éric Duhem, c'est que je comprends ses points de vue, puis tout ça, puis tu sais, des fois, je suis d'accord avec lui, mais les points de vue, des fois, qu'il a versus à ceux-là que j'ai, se rejoignent un peu, mais je suis pas d'accord non plus avec. Mais je suis pas d'accord avec la manière que lui diffuse ses points de vue. Mais ce que moi j'ai hâte de voir, c'est qu'est-ce qu'il va proposer. Parce qu'on dirait qu'Éric Duhem fait juste chialer, mais il propose rien. Puis, comme vous dites, on dirait qu'il fait juste faire l'inverse. Puis j'ai l'impression qu'il se considère comme étant la seule opposition au Québec, mais c'est parce que présentement, la raison pourquoi il est la seule opposition, il dit qu'il est capable d'être la seule opposition au Québec, c'est qu'il n'est pas en tant que tel, je veux dire, je m'excuse de dire ça, mais muselé par la polarisation du discours de Legault, parce que lui, justement, son parti n'est pas tant l'Assemblée nationale. Bon, il y a Claire Sanson, mais tu sais, c'est une députée conservatrice sur genre 125, donc c'est très peu. Alors, moi, je pense qu'il en profite parce qu'il est pas. Parce qu'en fait, il y a la visibilité pour, puis parce que c'est Éric Duhem, puis que le gars faisait de la radio, qui était déjà connu. Si c'était Pierre Jean-Jacques qui était. Tu sais, avant le Parti conservateur, tout le monde s'en foutait, personne ne savait c'était qui. Mais parce que là, c'est rendu Éric Duhem, tout le monde maintenant s'intéresse à ça, ou beaucoup de personnes s'intéressent, un peu au même rythme au même titre que Maxime Bernier, parce que le gars est quand même passé proche d'être chef du Parti conservateur. Donc, je rejoins un peu là-dessus sur le fait que c'est vrai que quand la COVID va arrêter, j'ai hâte de voir sur quoi il va parler, mais moi, je m'attends honnêtement, puis je le cale là, je pense qu'il va avoir des députés conservateurs à l'Assemblée nationale en octobre. Je le sais, je ne suis pas fan des conservateurs, mais j'ai l'impression qu'à Québec, il va aller chercher des sièges. C'est trop évident, tu le vois tout de suite, que c'est sûr qu'à Québec, il va être capable de gagner quelques sièges. Oui, puis c'est possible qu'en 2026, ils doivent se réinventer. On peut faire des prédictions. Je veux dire que en 2026, ça va être une situation totalement même avant, parce que moi, même avant, Jay, parce que moi, je vais te le dire honnêtement, je vois les choses à l'aide, puis j'ai pas l'impression que la CAQ va rentrer majoritaire en octobre. Peut-être que je me trompe. Ça va être très intéressant à ce niveau-là. Ben, on peut finir une belle conclusion en disant ça va être quoi nos prédictions. Moi, je partage l'avis d'Oli. Je me dis qu'il va sûrement avoir une diminution en tant que tel. Je m'attends à ce qu'il soit réélu. Puis que, dans le sens, sûrement que ça va être. On va peut-être avoir une conservation des sièges là, au niveau du Parti libéral, PQ puis QS, au détriment justement des conservateurs. Je pense que ça va être plus à ce niveau-là. Je pense que QS peut gagner. Ben, honnêtement, les conservateurs, oui, mais je pense que Mick va manger là-dessus. Je pense que QS va se reprendre dans pas mal de comtés. Je rappelle que QS sur le vote franco présentement est deuxième. Donc, si QS est deuxième, c'est parce qu'il y a, dans le fond, il y a une prise de conscience et il y a une existence de QS que, bon, ce que la CAQ aimerait qu'il n'y ait pas, parce que François Legault, il trouve que QS le fait un peu, je m'excuse mais un peu chier des fois. Mais c'est ça, puis il y a vraiment une prise de conscience. Et c'est de là, justement, pourquoi mon point partait tantôt, justement, sur le fait que est-ce qu'on veut vivre dans ce monde comme ça? C'est dans ce monde-là. Quand tu vois ce que QS propose, on voit que QS propose complètement un changement de cap complet. Donc, moi, je pense que oui, je pense que QS peut gagner des sièges. Je propose qu'on termine en reconstruisant la glace qu'on a brisée au début avec la même personne. Ouais, vas-y, Mick. Ouais, c'est ça que je pense que le momentum pour Québec solidaire, il est là. C'est vrai qu'avec leur projet de constituante pour justement amener la souveraineté des peuples du Québec, c'est une idée qui est quand même le fun de justement revisiter notre Québec et voir jusqu'à où qu'on veut s'en aller. Le moyen de la Constitution le permet. On l'a vu dans le livre qu'ils ont fait, justement, que j'ai participé aussi. Le recueil de poésie. Oui, c'est ça, puisqu'on évoque le projet de la Constituante avec l'ensemble des peuples du Québec.
Je pense, en tout cas, moi, c'est l'idée que je veux faire, c'est de rebâtir un Québec plus équitable et tout, avec le moyen de la Constitution. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir le faire aux prochaines élections? Je l'espère. Sinon, écoute, on va continuer dans l'opposition, mais je suis certain qu'on va gagner des députés. La CAQ, est-ce qu'elle va être majoritaire? Je ne penserais pas également. Je pense que ça va être un minoritaire. Après ça, pour la suite, en même temps, on va le voir là, avec la partielle dans Marie-Victorin. Ça va vraiment donner le ton aux prochaines élections. Ouais. Puis justement, pour conclure, avant qu'on finisse, en fait, ce que je veux dire, c'est que la raison pourquoi je pense que la CAQ va être minoritaire, c'est qu'on se rend compte à quel point que présentement, si elle n'était pas, on voit en ce moment tout le pouvoir qu'elle utilise alors qu'elle est majoritaire, si elle avait été minoritaire, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes problèmes, je pense, avec la CAQ. Donc, sur ça, c'est ce qui m'a fait l'épisode, en fait. Donc, on a été très contents d'être de retour.